Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Très content de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Après avoir réglé quelques problèmes techniques et personnels, je peux enfin vous proposer cette vidéo et j'y tenais particulièrement car je ne voulais pas passer à côté des élections régionales qui auront lieu ce dimanche 20 juin dans notre pays. Alors, pour préparer cet épisode, je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous proposer de différent? Parce que bon, on va pas se mentir, des vidéos sur le mode de scrutin régional, sur les candidats en lice, les sondages, on en trouve déjà quelques-unes sur YouTube. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on prenne un peu de recul en nous arrêtant sur l'évolution du vote dans chaque région de France et voir les leçons que nous pouvons en tirer. Dans un premier temps, on va commencer par analyser ce qu'on peut retirer du vote au plan national, puis, dans une deuxième vidéo, nous verrons le détail des évolutions du vote pour chacune des 17 régions que compte notre pays, ce qui nous permettra d'évaluer des perspectives concernant l'avenir politique de ces régions. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons tout de suite avec les leçons que nous apprennent les résultats des régionales au plan national. Pourquoi qualifier les régionales de scrutin défouloir? Depuis l'instauration des élections régionales en 1986, on a l'impression que ce scrutin est l'occasion pour les électeurs de sanctionner le pouvoir en place. Pour l'illustrer, on va s'arrêter sur 4 des 6 scrutins régionaux organisés depuis 1986. Commençons par le premier d'entre eux, les régionales de 1986. Pour situer le contexte, les Français sortent de 5 années de gouvernance socialiste où l'espoir et les conquêtes sociales de 1981 ont laissé la place à la déception et au tournant de la rigueur dès 1983. Ainsi, en 1986, les électeurs profitent de ces premières élections régionales instaurées par le président Mitterrand pour exprimer leur déception et le sanctionner lourdement. On le voit sur la carte, le PS finit en guenille, ne parvenant à sauver que 2 régions métropolitaines sur 22, ses fiefs du Limousin et du Nord-Pas-de-Calais. L'Union des droites, RPR-UDF, déferle telle une vague, remportant 21 régions sur 26. Et rebelote en 1992. Après 4 ans de gouvernance socialiste, dont une dernière année marquée par de fortes critiques à l'encontre de la politique menée par le gouvernement d'Édith Cresson, les Français sanctionnent le président en votant à nouveau massivement pour la droite. On peut noter un effondrement des votes socialistes dont une partie des électeurs a préféré se tourner vers les écologistes qui remportent à cette occasion leur première et unique présidence de région de toute leur histoire avec l'élection de Marie-Christine Blandin à la tête du Nord-Pas-de-Calais. Du côté de la droite, même si le score est un peu moins bon qu'en 86 en termes de voix, l'union du RPR et de l'UDF conserve l'ensemble des régions gagnées 6 ans plus tôt et, cerise sur le gâteau, remporte même une région en plus avec la conquête de la Guadeloupe par la gaulliste Lucette Michaud-Chevry. Faisons à présent un bond dans le temps et arrêtons-nous sur les élections régionales du 28 mars 2004. Pour situer le contexte, Jacques Chirac, président de la République, a été réélu 2 ans plus tôt, remportant 82% des voix au second tour face à Jean-Marie Le Pen. Il jouait alors d'un regain de popularité, dopé par son opposition ferme à l'intervention américaine en Irak. Mais ces succès internationaux ne font pas oublier les difficultés intérieures. Les années 2003-2004 sont en effet marquées par de nombreux plans de licenciement dans les grandes entreprises françaises et l'impopulaire réforme des retraites menée par le ministre des Affaires sociales, un certain François Fillon, achève d'enterrer la popularité du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur la carte, les régionales ont à nouveau fait office de vote sanction à l'encontre du gouvernement. Même résultat qu'en 1986, mais à l'inverse. Cette fois-ci, c'est bien la droite qui ne remporte que 2 régions sur 26. La France se recouvre alors de rose pour 6 ans, voire même 12 ans, parce que les résultats des régionales de 2010 sont très similaires aux élections de 2004. En effet, la gauche conserve 24 régions sur 26. Alors certes, elle perd la Guyane, mais gagne la Corse. Et là encore, le vote sanction à l'encontre du président Nicolas Sarkozy se fait fortement ressentir. Ainsi, la première leçon que l'on peut retenir, c'est que les régionales font office de scrutin défouloir. En effet, les électeurs votent moins pour élire un exécutif régional
que pour envoyer un message au gouvernement en place. Ainsi, compte tenu des exemples passés, je ne serais pas hyper optimiste pour La République En Marche lors de ce scrutin où je les vois difficilement gagner une région. Alors, éventuellement, peut-être, ils ont leur chance en Centre-Val de Loire avec une quadrangulaire au second tour, mais honnêtement, ça va quand même être difficile pour le parti du président. Maintenant que cela est posé, je vous propose qu'on passe à la deuxième leçon que nous apprennent les élections régionales. On vient de le voir, les régionales sont souvent l'occasion d'un vote protestataire massif. Soit on vote massivement à droite, comme en 92, soit on vote massivement à gauche, comme en 2004. Mais en m'arrêtant sur les résultats du premier tour des régionales dans chaque région, j'ai fait une découverte étonnante. Regardez. Le graphique ci-dessous nous présente le résultat du premier tour des élections régionales dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, petite parenthèse, vous allez me dire, mais t'es un rigolo, mon ami, mais la Bourgogne-Franche-Comté, ça n'existait pas avant les élections de 2015. C'est vrai. Du coup, on va dire qu'on va faire un petit peu de politique fiction, même si c'est basé sur du réel, dans le sens où je me suis amusé à additionner les résultats des régionales pour les régions Bourgogne et la région Franche-Comté, afin de voir, du coup, d'avoir une sorte de vision historique de l'évolution du vote de nos nouvelles régions. Et regardez, c'est très intéressant. Je vous demande d'être attentif, s'il vous plaît, à l'équilibre du rapport de force droite-gauche entre 1986 et 2004. Et pourtant, on a dit, en 92, c'était une vague de droite, en 2004, c'était une vague de gauche. Eh bien, pourtant, vous pouvez le constater, il y a une étonnante stabilité du rapport de force entre les droites et les gauches, s'établissant à peu près à 55% des votes à chaque élection en faveur des droites contre 45% en faveur des gauches. On voit qu'à partir de 2010, cet équilibre est rompu, puisque la gauche remporte près de la moitié des suffrages au premier tour dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et en 2015, c'est la droite qui accentue son avantage avec presque 62% des votes dès le premier tour. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce constat que l'on peut voir pour la région Bourgogne-Franche-Comté, on peut faire exactement le même constat pour presque toutes les régions de France. Regardez. Centre-Val de Loire, grande stabilité entre 86 et 2004, avantage de la gauche en 2010, poussée de la droite en 2015. Grand Est. Bon, c'est une région plutôt à droite, puisque les droites réunissent 60% dès le premier tour en général, mais là encore, grande stabilité de 86 à 2004, poussée de la gauche en 2010, poussée de la droite en 2015. L'équilibre est rompu. Hauts-de-France. Ici, la région était légèrement, majoritairement à gauche, du moins de 86 à 2004, avance encore un petit peu plus poussée en 2010 pour la gauche. Alors fascinant, en 2015, la droite renverse tout. La gauche est réduite, mais à peau de chagrin en 2015, et les droites font une vraie poussée dans les Hauts-de-France. En Île-de-France, pareil, rapport de force très équilibré, 55% pour les droites entre 86 et 2004, les gauches majoritaires en 2010, les droites encore plus majoritaires en 2015. Et rebelote pour chaque région. La Normandie, pareil. La Nouvelle-Aquitaine, même chose. L'Occitanie, pareil. Les Pays de la Loire, même chose. Provence-Alpes-Côte d'Azur, exactement le même phénomène, avec une grosse poussée des droites en 2015. Alors on pourrait se poser la question, mais comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer que l'équilibre se soit rompu à partir de 2010? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui a changé entre 2004 et 2010 pour que cet équilibre du rapport de force soit rompu avec finalement un vote beaucoup plus marqué, j'ai presque envie de dire beaucoup plus radical dans son expression? Eh bien, mon constat va peut-être vous étonner, mais en tout cas, c'est une idée qui m'est venue et je voudrais vous la partager. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voyez les choses autrement, faites-moi votre retour en commentaire, je vous lirai avec plaisir. Même si je ne réponds pas toujours aux commentaires, sachez que je les ai tous lus et je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour vos contributions. J'en profite. Alors, premier point,
l'apparition du smartphone. Vous allez me dire, mais pourquoi l'apparition du smartphone, ça a bouleversé l'équilibre des votes? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant l'apparition du smartphone, on s'informait uniquement par la télévision, par le journal, essentiellement, la radio. Mais maintenant qu'on a le smartphone, l'actualité, elle est tous les jours avec nous. Tout le temps, on peut aller sur les sites d'information et du coup, je pense qu'on est beaucoup plus informé, beaucoup plus au fait de ce qui se passe que dans le passé. Parce que l'iPhone a commencé à sortir en 2007, on le précise, et je pense que ça a été quand même un tournant dans le comportement politique des Français. En tout cas, ça y a participé, pas entièrement, mais je pense néanmoins que ce changement sociétal a eu un rôle parce qu'aujourd'hui, nous sommes tout le temps connectés à l'actualité. Et donc, du coup, beaucoup plus connectés à tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on est tout de suite au courant s'il y a eu un licenciement dans telle entreprise, s'il y a eu tel fait divers, s'il y a eu telle controverse politique, là où peut-être on pouvait passer à côté. Et puis qui plus est, du coup, avec Internet, aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de sources d'informations. Donc du coup, aujourd'hui, on est au courant de choses dont on n'était peut-être pas forcément au courant par le passé. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, vous me voyez sans doute venir, ma deuxième révolution qui peut expliquer ce bouleversement dans le vote, ce sont les réseaux sociaux. C'est un peu combiné au smartphone, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est encore plus connecté à tout ce qui se passe. Et surtout, les réseaux sociaux, vous l'aurez remarqué, sont souvent une caisse de résonance à la protestation, à la contestation. C'est-à-dire que souvent, vous aurez remarqué sur les réseaux sociaux, c'est souvent les paroles les plus critiques, les plus polémiques, les plus clivantes qui sont mises en avant ou qui ont du succès. Et je pense que, sans le vouloir, les réseaux sociaux ont participé à la radicalisation du débat politique français. Et donc, vous l'aurez remarqué, en 2010, c'était une vague de gauche en protestation à la politique du gouvernement Sarkozy, mais en 2015, eh bien, c'était un vote de protestation à l'encontre de la présidence de François Hollande. Et je pense que les critiques ont eu, grâce aux réseaux sociaux, une très grosse caisse de résonance qui s'est traduite par un vote de rejet massif lors, là c'est notre exemple, lors des élections régionales. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ces deux leçons? Eh bien, ce qu'on peut retirer, ce qu'on a dit, c'est que les régionales sont à la fois souvent un vote sanction à l'encontre des gouvernements en place, c'est-à-dire qu'on vote moins pour un exécutif régional que pour punir le pouvoir national. Honnêtement, je trouve un petit peu bête parce que, bon, le but d'une élection régionale, c'est d'élire une gouvernance régionale. Bon, après, ça peut se comprendre, c'est pas mal non plus. Le vote contre le gouvernement régional, ça a permis parfois des petits bouleversements. Par exemple, en 92, c'est la déroute au régional qui a fait tomber le gouvernement Édith Cresson. Par exemple, simplement pour dire, j'ai rien contre Édith Cresson, mais c'est juste pour dire que voilà, ce vote sanction peut parfois amener des conséquences politiques. Donc ça, c'est le premier point. Ne pas confondre les priorités. Après, chacun est libre de voter pour la raison qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ne pas oublier qu'une élection régionale, c'est à la base une élection pour élire un exécutif régional. Et du coup, finalement, se dire, est-ce que je vote uniquement motivé par ma colère ou est-ce que j'ai bien réfléchi à mon vote? Et ça, c'est peut-être une leçon qu'on peut en tirer, c'est est-ce que je prends assez de recul avant de voter? À la fois, comme on l'a dit, pour ne pas voter uniquement motivé par ma colère, mais aussi, et ça c'est ce qu'on a vu avec les réseaux sociaux notamment, pour ne pas me laisser dominer entièrement par l'opinion des autres. Parce qu'on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'elles sont forcément vraies? Est-ce qu'elles sont forcément justes? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme méthode pour choisir notre vote? Par exemple, moi, une chose que j'aime bien faire, c'est essayer d'anticiper. Comment ça pourrait se passer si tel candidat était élu? Est-ce que ses propositions sont vraiment réalistes? Quelles sont les valeurs profondes de ce candidat? Qu'est-ce que me laisse voir un petit peu ses votes, ses orientations, ses déclarations? Et moi, quelles sont mes orientations profondes? Qu'est-ce que je veux pour ma région? Quelles sont mes priorités? Quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi? Et du coup, est-ce que ces choses entrent en résonance dans le programme de tel ou tel candidat?
Voilà quelques-unes des réflexions qu'on peut se poser pour essayer de prendre un petit peu de recul dans notre vote et finalement de pouvoir exprimer plus pleinement ce que l'on souhaite et ainsi mieux prendre notre avenir en main. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. J'espère qu'elle vous aura permis aussi de prendre un petit peu de recul sur ces élections. Merci beaucoup pour votre soutien aussi, j'en profite. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les 56 abonnés de la chaîne. Vraiment un grand merci à tous pour soutenir mon travail. Merci à tous ceux qui ont liké les vidéos. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos. Merci aussi à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Merci vraiment pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur et vraiment, c'est ça qui me pousse aussi à continuer cette aventure, de savoir que ces vidéos peuvent vous faire du bien, peuvent vous intéresser et c'est vraiment mon objectif, croyez-moi. Encore une fois, un grand merci et pour préciser, du coup, dans une deuxième vidéo, nous reviendrons sur le détail des votes dans nos nouvelles régions, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le premier tour des résultats pour chaque région. Peut-être après le premier tour, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais je vous propose peut-être qu'on fasse une vidéo où on prenne le temps de regarder l'historique du vote pour chacune des régions. Ça peut être intéressant aussi. Et du coup, ça nous permettra de voir aussi les perspectives d'évolution politique pour chaque région lors des élections du 20 juin et puis même pour l'avenir finalement. Et puis je vous rassure, je n'ai pas oublié aussi la fameuse vidéo sur les circonscriptions. En vrai, j'ai déjà commencé à la préparer, je bute un petit peu sur le texte encore, mais dès que ça se décante, je vous la fais, il n'y a pas de problème et je serai très heureux de vous présenter cette vidéo. Merci à tous en tout cas encore une fois, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.